Non, c'est vrai que moi j'ai souvent des étudiants qui vont chercher très loin des histoires en fait qui leur sont jamais arrivées. Et je leur dis, moi je voudrais en fait que vous partiez d'une réalité, que vous rajoutiez un récit pour mettre en postulat imaginaire derrière. Mais s'il n'y a pas de réalité dans votre idée d'histoire, ça ne m'intéresse pas. S'il n'y a pas une réalité même personnelle en fait, qui vous touche. Du coup, c'est très difficile quand j'ai un atelier d'écriture avec les étudiants parce que le premier exercice que je leur donne, c'est de me raconter leur vie sous forme de synopsis, c'est-à-dire à la troisième personne comme une histoire en une page maximum. Ça c'est très difficile déjà pour eux parce que d'être le propre personnage de son histoire, mais j'ai besoin qu'ils le soient au moins une fois. Et ensuite je leur demande sur une deuxième page de me tirer les trois problématiques principales de l'histoire que j'ai lue avant. Et je ne veux pas qu'ils travaillent avec moi s'il n'y a pas ces trois problématiques dans l'histoire sur laquelle ils vont travailler. Donc c'est vrai que je demande beaucoup d'investissement personnel dans mes histoires. Tout le monde, pour moi, tous ceux qui sont ici, et puis tous les gens sur Terre ont une histoire à raconter. Il suffit de trouver, d'abord le courage de la raconter, et trouver quelle est cette histoire à raconter. Souvent on se dit que l'histoire la plus intéressante qu'on a racontée, c'est quand on a fait le tour du monde, en fait, ou un tour d'Europe. Je pense que souvent l'histoire la plus intéressante à raconter, c'est vraiment ce moment où on a été tout seul pendant 15 jours parce qu'on avait une jambe cassée et puis qu'on s'est mis à imaginer en fait d'être à l'extérieur et des choses. Moi, je préfère les vies où les gens ont passé beaucoup de temps à rêver d'autre chose que de leur vie, que des vies tellement pleines où finalement ils n'ont jamais eu le temps de penser à analyser ce qui leur arrivait. En ce sens, c'est ce que disait un peu Nathalie et ce que je voulais dire dans le passage, c'est vraiment, je trouve que mon boulot dans les ateliers, c'est aussi de dire où vous êtes trompé d'histoire et de trouver l'histoire, surtout mes ateliers où c'est des premiers scénarios, où c'est des gens qui n'ont jamais raconté d'histoire avant. Donc je me dis c'est aussi leur carte de visite, c'est grâce à ça comme moi qui ai envoyé à Gaumont mon texte de 9 mois d'écriture, qui vont pouvoir être remarqués. Et je leur dis quand vous démarrez, la seule force que vous avez, c'est pas l'expérience, c'est votre univers, votre vécu et le fait que vous ressemblez à personne d'autre. Et si ça passe pas dans ce que vous écrivez, si vous m'écrivez quelque chose de... Je veux dire, ça passera pas auprès du producteur. Vous n'aurez pas la technique de quelqu'un qui écrit depuis 20 ans, en fait. Tout ce que vous avez, c'est la sincérité. Et vraiment, ce que je demande le plus dans mes ateliers, c'est la sincérité. Et c'est ce que j'essaie d'ailleurs dans le livre, c'est d'être totalement sincère, presque pour donner l'exemple. Et je vais laisser peut-être Nathalie nous relire un petit extrait. Et n'hésitez pas. Oui, pardon. À votre titre. Parce que c'est 50 conseils d'écriture et de vie. Oui, pour pas rater sa vie. Pourquoi rater sa vie? Ça veut dire qu'on rate notre non, mais alors ça, j'ai posé la même. Non, parce que Nathalie est venue une fois à une lecture, elle a posé à peu près cette question, parce que pour moi, ça... J'ai posé la même question. Moi, ça me perturbe. Parce que moi, j'ai toujours l'impression, et les gens qui écrivent aussi, en fait, et c'est compliqué. J'écris un roman aussi, là, j'en ai écrit un deuxième, donc je me place comme scénariste, mais j'ai toujours eu peur, moi, d'arrêter de vivre. J'ai toujours eu peur, je pense que je n'étais pas fait d'ailleurs pour écrire parce que j'adore être entouré de gens. Au début j'écrivais que dans des cafés, dans des endroits bruyants parce que j'avais besoin qu'il y ait de la vie autour, comme ce que Nathalie a lu tout à l'heure. Et j'ai toujours peur que l'écriture elle bouffe ma vie, ou que ma vie d'ailleurs plus souvent a bouffé l'écriture, c'est-à-dire que j'ai toujours reporté le moment d'écrire jusqu'au moment où finalement il me restait une semaine pour le faire. Et ça m'a pris, mais je suis même pas sûr d'avoir réussi. Et je trouve que pour beaucoup d'écrivains et beaucoup de personnes qui écrivent, dont c'est l'unique métier, c'est compliqué de savoir comment gérer l'écriture par rapport à la vie. C'est compliqué même par rapport aux autres. Parce que c'est quand même très solitaire, parce qu'on a besoin de s'isoler, parce que souvent la personne avec qui vous vivez, ou les gens qui sont autour de vous, peuvent le prendre comme une espèce d'autisme, de manière de se couper de la vie, de se couper d'eux aussi. C'est très difficile. Pour moi, ça a toujours été... après, il y a des gens très solitaires, mais je pense qu'ils n'écrivent pas des scénarios, les gens très solitaires. Je pense qu'ils écrivent plus des romans, des choses qui peuvent cultiver leur solitude. Je trouve d'écrire un scénario en s'isolant pendant 4 mois, j'ai essayé de le faire, au bout d'une semaine, je ne tenais pas. J'avais plus aucune idée. C'est vrai que Michel Audiard, par exemple, pour ses dialogues, il captait tout chez les chauffeurs de taxi, dans les cafés. Et voilà, je pense qu'en restant à son bureau, il n'avait rien. Et c'est vrai que moi je ne suis pas un solitaire, donc j'ai toujours besoin, c'est pour ça que je pense que finalement scénariste ça me correspond mieux qu'écrivain, et c'est pour ça que j'ai autant de mal à terminer mon roman, parce qu'il faut trouver de l'espace. Finalement, scénario on peut écrire avec des gens parce qu'on pense à une scène, on écrit une scène, on rebondit après avec la personne avec qui on parle, on lui dit tiens qu'est-ce que tu penses. Moi j'écris surtout des histoires aussi sentimentales,
J'écris plutôt des histoires psychologiques, je préfère Claude Sautet ou Bergman que, je sais pas, j'ai rarement écrit des polars. Mais est-ce que tu as déjà renoncé? Ouais, plein de fois. Trop d'ailleurs pour moi. C'est vrai, c'est quand j'ai débuté, mon premier agent, je crois que sur mes 10 premiers contrats, j'en ai rompu 6. En remboursant l'échec. Hein. Donc c'est vraiment une espèce de... Parce que ça t'inspirait pas? Qu'est-ce qui faisait? Parce qu'à un moment, je me disais... c'est vrai que moi j'ai toujours vécu l'écriture comme quelque chose qui faisait partie de la vie. C'est pour ça ce 50 conseils pour réussir sa vie. Du coup... En fait, moi je l'ai pris de la manière humoristique en disant que si on n'écrivait pas, on ratait sa vie. Oui, alors que non, c'est pas du tout. Voilà, autant on peut la rater complètement en écrivant tout le temps. Donc, c'est humoristique, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Voilà, exactement. Et oui, et du coup, je trouve que voilà, qu'il faut trouver aussi les moments où il faut savoir lâcher prise. Quoi. Enfin, comme dans tout, hein, je pense que quand on cherche une idée, quand on cherche à résoudre un problème, même un problème personnel, c'est pour ça que je compare sans arrêt aussi l'écriture à la vie. Là, dans le bouquin, j'ai l'impression de parler beaucoup plus de ma vie, de ma mère, de mon père, des gens proches, que je voulais qu'il soit accessible à tout le monde, même aux gens qui n'ont pas nécessairement envie d'écrire un livre, de lire un livre sur le scénario. Donc je me suis dit, et c'est ce qui se passe dans mes ateliers. À chaque fois, vraiment, j'apprends aux gens à raconter ce qu'ils ont fait la veille. C'est ce qu'on faisait avec Daniel Thompson sur Une famille formidable. C'est devenu une série, je pense, qui a touché les gens. Parce qu'elle était créée par des gens qui étaient dans la vie. Parce que Daniel, elle me parlait de ce qu'elle avait fait la veille. On avait des réunions à 4 tous les mardis matins. Et Daniel, elle nous poussait à dire, attendez, mais je ne parle pas de personnages, je vous parle de vous, on parlera des personnages après. Et ça fait que je trouve qu'Une famille formidable, moi j'ai travaillé que sur les 2 premières saisons, et j'ai créé la première saison. Je trouve que c'est une série qui a touché les gens, je pense que ça parlait des problèmes des gens et ça en parlait avec sincérité. Donc je suis plus dans un truc d'émotion ou dans un truc vivant où en fait, moi, je me dis souvent j'ai une idée, elle va être mauvaise et j'ai besoin de la confronter aux autres. Donc j'ai l'impression que c'est une discussion permanente entre mes personnages et moi. Et entre moi et puis les autres pour essayer de ramener à mes personnages une certaine impression de vie ou de réalité. Et en ce sens, voilà, je vois beaucoup de gens qui ratent complètement leur vie à cause de l'écriture, parce qu'ils sont complètement obsédés en fait, qui réussissent ou qui s'échouent d'ailleurs. Je pense que vraiment l'échec ou la réussite ont totalement les mêmes inconvénients. Enfin, c'est-à-dire l'inconvénient d'isoler, on est autant isolé je pense par l'échec que par une grosse réussite. J'ai vu les deux en fait, et j'ai vu autant de gens se perdre parce que rien de ce qu'ils faisaient était tourné pendant des années, que de gens se perdent après un immense succès ou après un César. J'ai eu plein d'étudiants qui n'ont pas survécu à une reconnaissance trop rapide. Et en ce sens-là, moi je vois des gens mais vraiment se replier dans l'écriture et avoir plus rien à raconter. Et c'est pour ça que Daniel Thompson m'avait dit, vraiment, tu écris de 9h à 18h, tu respectes les jours fériés, tu n'écris pas le week-end, tu essaies d'avoir les horaires des autres, même si c'est un métier particulier, parce que sinon tu vas te couper des autres, tu ne pourras plus communiquer avec eux, tu ne pourras plus enfin être avec eux et raconter des histoires.